Félix Tshisekedi Tshilombo, sous vos applaudissements, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton, béton! Béton! Sous vos applaudissements, Bruxelles aujourd'hui, le président est là pour vous. Sous vos applaudissements, hymne national. Sous vos applaudissements, nous continuons à applaudir son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il vous plaît, à l'assistance, nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vous pouvez prendre place. En Belgique, cette journée est particulière. Elle est exceptionnelle pour un homme, à cause d'un homme exceptionnel et particulier, celui que tous ici présents sommes venus entendre et voir, qu'on aime tous et qu'on appelle souvent au Congo comme à l'extérieur Fadjibé. Fadjibé! Fadjibé!
beaucoup, merci beaucoup, Balé. Je tiens à m'excuser pour ce retard qui est vraiment pas dû à ma volonté. C'est simplement la situation de l'Est que j'étais en train de gérer. Depuis ce matin, comme vous le savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Mais ce matin, un camp de déplacés a été bombardé par les criminels qui nous agressent, ce régime barbare de Paul Kagame, qui ont tué, jusqu'ici on dénombre 14 victimes et plusieurs blessés. Parmi les 14 victimes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions infrahumaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel auquel nous avons affaire n'a pas tenu compte de cela. Il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce qu'ils font, ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat. Amen. Quoi qu'il en coûte. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai hérité d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre en place une armée professionnelle et réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de brassage et de mixage qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face, le Rwanda, mais également à un autre ennemi, invisible celui-là, qui se trouve dans nos rangs et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces espions infiltrés dans nos rangs. Et l'un des éléments, l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Oui. Je sais que ça fait jaser beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel. Ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous posent des problèmes. Et si on a des leçons à nous donner,
on n'a qu'à aller les donner plutôt de l'autre côté, aux Rwandais, qui sont en train de causer justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes. C'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que ce moratoire que nous avons levé. Nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous l'avons réhabilité, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que du tort, qui ne font que causer du tort à nos populations. Aujourd'hui, autour de Goma, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis évidemment dans la ville, donc qui vivent aux abords de la ville de Goma avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme lot de malheurs, de difficultés, parce qu'aujourd'hui dans ces camps, il y a encore des victimes de viols, de violences quelconques, il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène étant ce qu'elles sont, il y a maintenant des maladies hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi s'aventurer de cette manière dans notre pays, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine capitale. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore pris de coupables de ce genre de fait, mais je crois que ça ne tardera pas, parce que nous savons d'où ça vient, d'où viennent nos malheurs et de qui viennent nos malheurs. Donc il suffit, c'est une question de temps, nous mettrons la main sur eux. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous l'ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée comme jamais dans ce pays on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien encadrée, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui avait été longtemps clochardisée, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser le pillage de nos ressources et l'absence de tout moyen de dissuasion vis-à-vis de ces ennemis. Nous sommes déterminés à changer la donne, nous sommes en train d'y travailler. C'est pourquoi je vous ai dit, cette guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous la gagnons. Amen. 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 Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai fait à Paris, face à nos compatriotes, c'est vous remercier très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont vous avez fait montre lors des élections dernières et aussi cette mobilisation à voter pour le candidat numéro 20 que j'ai été. Merci de tout cœur. Merci vraiment de tout cœur. Merci pour cette mobilisation. Merci pour cette confiance renouvelée. Et je vous promets que je le prends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur et tout le mandat que je peux disposer maintenant, dont je peux disposer, qui vient de vous, qui émane de vous, je le consacrerai
à vous servir, à servir ma patrie. Je consacrerai à vous servir, à servir ma patrie, à servir vos intérêts. Voilà, je suis à votre disposition donc, et c'est pour ça que j'organise ce genre de rencontres partout où je vais, où se trouvent nos compatriotes, pour les voir, leur parler des problèmes du pays, mais aussi les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils attendent du président de la République et du gouvernement de notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous détailler ici ce que sont mes engagements, ce sur quoi j'ai été réélu, ce pourquoi vous m'avez fait confiance. J'avais, comme vous vous rappelez, 6 engagements que j'avais présentés à notre peuple, 6 engagements qui se déterminaient de la manière suivante. D'abord, c'était l'engagement à créer plus d'emplois, mais des emplois surtout pour les jeunes, parce que je ne vous apprends rien, nos jeunes en République démocratique du Congo n'ont pas de débouchés. Ce n'est pas simplement un cas spécifique à la seule République démocratique du Congo, mais c'est un cas que l'on rencontre souvent en Afrique. C'est pour ça que beaucoup, dans leur désespoir de cause, ils s'en vont vers un Eldorado que l'on leur fait miroiter, mais qui en réalité n'en est pas un. Ils pensent en partant, en prenant même des risques, parfois comme ceux qui traversent la Méditerranée, en quittant le Congo, ils pensent pouvoir vivre mieux ailleurs, sous d'autres cieux, mais ce n'est pas toujours garanti. Voilà pourquoi, conscients de ce fléau, nous nous sommes dit qu'il faut attaquer le problème à la racine, il faut occuper nos jeunes, et les jeunes, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est le Congo de demain. Nous avons donc le devoir de les prendre en charge dès maintenant pour les préparer aux défis à venir. Et ces défis, Dieu sait combien ils sont nombreux, mais aussi importants. Je vous ai parlé ici des ennemis de notre pays qui nous agressent en ce moment, mais ils ne le font pas seuls. Ces ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent évidemment ou qui soutiennent cette agression pour leurs intérêts. Et donc, voilà pourquoi nous devons préparer notre jeunesse en l'encadrant. Nous le faisons déjà au niveau de l'éducation. Nous l'avons rendue gratuite au niveau du fondamental. Durant ce mandat, je me suis engagé à le faire. Elle sera également gratuite au niveau du secondaire, mais pour ceux qui ont raté le parcours scolaire, nous ne les avons pas oubliés aussi. Nous allons dans tous les territoires, dans toutes les provinces, à nouveau développer la formation professionnelle pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été considérés comme perdus et leur donner la fierté de participer à cette société que nous voulons construire. La création d'emplois des jeunes est une priorité. Ce n'est pas simplement un slogan. Nous avons mis des instruments aujourd'hui, comme le Fonds de garantie emploi jeunes, qui est un fonds qui consiste à garantir les emprunts, les crédits que vont obtenir les futurs entrepreneurs, surtout les jeunes, auprès des banques, afin de les encourager à entreprendre. Notre jeunesse est vraiment ingénieuse, elle a beaucoup de bonnes idées, nous le voyons. Dernièrement, le ministère de la Recherche scientifique avait organisé un salon de l'innovation
et j'étais bluffé par ce que j'ai vu de la part de cette jeunesse. Et ce n'était qu'un échantillon, parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette exposition, mais malheureusement on ne pouvait pas prendre tous, donc on a dû faire une sorte de concours pour retenir, je pense, une centaine, si mes souvenirs sont bons, ou une cinquantaine, en tout cas les meilleurs parmi toutes ces entreprises. C'était des entreprises très prometteuses qui demandaient simplement à être soutenues. Et aujourd'hui, nous avons un fonds de garantie qui peut leur permettre d'accéder au crédit bancaire. Et donc, il y a ces discussions avec les banques. Mais également, nous avons le fonds de promotion industrielle, le FPI, pour ceux qui le connaissent, qui lui fait aussi de la promotion que nous encourageons évidemment pour les emplois, l'entrepreneuriat des femmes. Et là, c'est le FPI lui-même qui s'engage à donner ces crédits aux femmes à des taux très très intéressants. Donc, la priorité est mise sur les emplois jeunes et les emplois femmes, et nous pensons, si tout va bien à la fin de ce mandat, pouvoir vous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Parce que mon second engagement, c'est celui évidemment de la sécurité. Nous venons d'en parler. La sécurité de notre pays est très importante parce que tout ce que nous voulons faire pour ce pays ne sera possible que si notre pays est sécurisé, le territoire national et la population mise en sécurité pour que nous puissions travailler sereinement, en dissuadant évidemment nos ennemis et autres de venir s'aventurer en République démocratique du Congo. Et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans nos forces de sécurité, comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire, donc ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget très important de 1 milliard qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous le faisons en temps de guerre. Ceux qui avaient lancé un appel récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent et aillent dans l'armée. On a eu un succès étonnant. Donc, il y a eu plus de 40 000 jeunes qui se sont mobilisés. Il fallait prendre tout cela en charge, les équiper et les nourrir. Donc, et en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps, nos centres d'instruction et de formation. Et là, je voudrais quand même saisir cette occasion pour remercier certains pays partenaires comme la Belgique, comme la France, qui nous accompagnent justement dans ces efforts que nous fournissons par la formation des unités paracommando comme la Belgique l'a fait, et par la formation des unités de bataille jungle, comme c'est le cas de la France, qui est au 3e bataillon maintenant, bataillon jungle qui a été formé. Et avec la France aussi, nous avons pu mettre aujourd'hui en place l'école de guerre à Kinshasa. Et cette école de guerre, d'ailleurs, elle est appelée à se développer parce que pour le moment, elle occupe les bâtiments du Centre supérieur militaire, mais il est question que l'on la dote de sa propre infrastructure qui pourra accueillir encore plus de candidats étudiants. Avec la France, nous avons également le Collège de hautes études et de stratégie de la défense, le CHESD. C'est aussi un centre de référence qui est très prisé dans la région parce qu'il reçoit aussi des candidats
venus des pays voisins, des pays de la région, comme les Centrafricains, comme les Congolais de Brazza, les Burundais. En fait, j'en ai vu plusieurs là-bas. C'est donc la preuve que c'est du très bon travail. Merci donc à ce partenaire et à d'autres aussi, principalement aux Émirats arabes unis, qui nous accompagnent très efficacement dans la gestion de cette guerre, ainsi qu'aussi à l'État d'Israël, avec qui nous avons signé un partenariat dans la formation et aussi dans le financement de nos équipements. Donc, vous voyez que des efforts sont fournis de ce côté-là pour accroître nos capacités de défense de la nation. Et c'est pour ça que je suis très optimiste. Ce n'est qu'une question de temps. Et très bientôt, la République démocratique du Congo pourra très bien se défendre seule, sans devoir recourir à plusieurs leviers, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos amis et frères des pays de la SADC, à qui je rends hommage ici, l'Afrique du Sud, principalement la Tanzanie et le Malawi, principalement ces trois pays qui nous fournissent leur contingent, qui se battent aux côtés de nos forces armées pour repousser l'ennemi. Évidemment, je dois dire que notre objectif n'est pas de faire la guerre. Notre objectif, c'est de vivre en paix avec tous nos voisins. Et c'est ce que je m'étais forcé de faire dès que je suis arrivé à la tête de notre pays. J'ai été le champion de la bonne gouvernance, mais ce n'était pas vrai. La réalité, c'est que c'est grâce à deux sources plutôt de revenus qu'il arrive à soi-disant faire ses performances. C'est l'aide internationale d'une part et les ressources venues des pillages de nos minerais et aussi de nos produits agricoles. Parce qu'il n'y a pas que les minerais que le Rwanda pille chez nous, mais il y a également des produits agricoles tels que le thé, le café, le cacao. Tout cela sont des produits qu'on vole chez nous, qu'on passe par la contrebande de l'autre côté de la frontière, et il y a des ONG qui viennent faire le constat à partir simplement des dépôts dans lesquels ils ont identifié ces produits pour dire qu'ils sont made in Rwanda, alors que ce sont des produits volés à la République démocratique du Congo. Et pour y faire, ils ont besoin de déstabiliser toute cette partie est du pays pour qu'il n'y ait pas d'autorité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour que les populations désertent leur localité et ainsi ils puissent s'adonner tranquillement à ce pillage. Voilà pourquoi nous avons sillonné le monde pour le dire, et aujourd'hui je me réjouis de voir que les lignes ont bougé, elles ont bougé, et cela nous permettra de gagner sur la bataille sur le plan diplomatique et aussi de nous préparer à gagner sur le plan militaire. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui est de la sécurité. Le troisième engagement, c'était celui du pouvoir d'achat. Vous savez que dans notre pays, malheureusement, le pouvoir d'achat s'amenuise. Les difficultés auxquelles notre population fait face sont nombreuses, mais cela ne nous fait pas reculer. Malheureusement pour nous, nous avons une économie qui est fortement dollarisée, et comme nous sommes importateurs de quasiment tous les produits, eh bien, voilà pourquoi nous sommes victimes lorsque le franc congolais perd de sa valeur face au dollar. Nous sommes victimes de cette vie chère.
Donc nous sommes un peu quelque part les responsables de notre propre situation parce que nous ne voulons pas favoriser la production locale. Et c'est l'accent que nous allons mettre particulièrement lorsque je parle de cette lutte contre la vie chère et donc pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Nous avons plusieurs astuces pour cela. Aujourd'hui, nous avons par exemple des zones économiques spéciales qui sont construites pour évidemment attirer des investisseurs tant nationaux qu'étrangers et en leur donnant des facilités pour qu'ils mettent en place des industries qui vont commencer à faire de la production locale. Nous sommes en train de construire des infrastructures tant dans l'énergie et dans les autres routes, ponts, etc., pour justement favoriser la circulation des biens à travers le pays, qui vont donc permettre que nous donnions un accent particulier à la production locale. Le quatrième point, c'est la diversification de l'économie, le quatrième engagement. Eh bien, nous avons décidé de diversifier notre économie et de la sortir de sa dépendance aux minerais. Vous avez vu ici, je vous ai parlé déjà des pillages dont nous sommes victimes, ce que nos minerais nous attirent comme ennui, mais pas seulement ça. Il y a aussi les cours de ces minerais qui sont déterminés à l'étranger, alors que les minerais sont chez nous. Nous sommes très dépendants de cela. Lorsque le cours est à la hausse, c'est tant mieux. C'est des revenus en plus pour la République. Mais lorsque les cours baissent, cela se répercute directement sur notre économie et nous n'avons pas d'autres ressources. Voilà pourquoi l'agriculture est la priorité des priorités. Je peux déjà vous annoncer ici que pour cette fois-ci, dans le gouvernement qui vient, l'agriculture sera à une place très importante. L'agriculture, c'est-à-dire nous allons appuyer les petits paysans, les petits producteurs afin d'accentuer ou de favoriser plutôt leur promotion. Mais également, nous avons mis sur pied un agenda, ce que nous appelons l'agenda de transformation agricole. Nous voulons maintenant, à partir de l'agriculture, faire de la transformation. Je vous disais dans l'engagement précédent que le problème avec notre pays, c'est que nous ne consommions qu'étrangers, alors que nous sommes capables de consommer local en produisant nous-mêmes. Vraiment. Cette politique de l'agenda de la transformation agricole consiste justement à favoriser ces activités chez nous, sur notre sol, et cela aura pour avantage d'abord la création de beaucoup d'emplois, mais également la création de beaucoup de richesses pour notre économie, et ça nous permettra aussi d'exporter ces produits et d'avoir des rentrées suffisantes en devises. Le combat, évidemment, que nous menons, c'est celui de dédollariser notre économie. C'est très difficile parce que les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes et même lorsqu'ils sont payés en monnaie locale, en francs congolais, ils vont très vite se réfugier en dollars et cela impacte énormément sur
notre économie. Nous avons pris certaines mesures par rapport au salaire, par rapport, et même aux distributeurs de billets automatiques. On n'en trouvait plus en francs congolais. Donc tout cela fait que nous allons réussir à ramener plus de valeur et de considération à notre monnaie et développer le pays par la transformation agricole. Évidemment, il y a d'autres secteurs également, comme le secteur du numérique, qui aussi nous permettra de diversifier notre économie parce qu'il sera générateur non seulement d'emplois, mais également de richesses. Il nous permettra de mobiliser davantage de recettes, de lutter contre toutes ces fraudes et toute cette gabégie, cette fuite de capitaux que connaît notre pays. Le cinquième engagement, c'est celui de l'accès aux services de base, donc soins de santé, électricité, eau, etc. Et là, vous savez, nous avons commencé déjà une expérience avec la couverture santé universelle. Elle existe aujourd'hui, c'est une réalité en République démocratique du Congo. Cette couverture santé universelle, évidemment, comme vous le savez, vous vivez dans un pays où elle existe, consiste maintenant à prendre tout le monde en charge. Évidemment, ça se fera étape par étape. Nous avons voulu commencer par la catégorie la plus sensible, la plus vulnérable, c'est-à-dire la catégorie mère-enfant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de la moitié de nos provinces maintenant, des provinces du pays, qui couvrent évidemment les accouchements, les prises en charge d'abord avant l'accouchement, pendant 1 mois, et prise en charge après l'accouchement pendant également 1 mois. Les accouchements sont devenus gratuits, sont pris en charge aujourd'hui, et cela a quand même eu un impact, d'après ce que m'a dit encore notre ministre de la Santé. Ça a eu un impact positif déjà sur les mères et les enfants, parce qu'on en perdait beaucoup. Le taux de mortalité était très élevé. Et là, nous sommes en train d'inverser la courbe, et tant mieux pour cela. Alors, nous avons également la politique du développement local des 145 territoires, parce que nous avons voulu développer notre pays par la base, plutôt que de faire tout ce qui se faisait, que vous connaissez depuis que notre pays est indépendant. Tout partait de Kinshasa, se décider à Kinshasa sans connaître vraiment les réalités de nos territoires. Vous savez que nos territoires sont tous ruraux et aujourd'hui totalement démunis. D'ailleurs, ils se vident de leur population, qui préfèrent aller dans les centres urbains et qui finalement gonflent ces centres urbains, qui deviennent aussi invivables parce que beaucoup de chômeurs, beaucoup d'insécurité et finalement beaucoup de difficultés. Donc nous voulons créer l'effet inverse en ramenant tous ceux qui sont partis et qui constituaient d'ailleurs la crème de ces territoires, en leur dotant de moyens, en mettant les moyens de base, des structures de base qui leur permettront de rester sur place et d'entreprendre leur vie, leurs activités sur place en résidant dans leur propre territoire. C'est ainsi que nous avons des programmes, et ça a déjà commencé d'ailleurs, un programme qui était évalué à 1,450 milliard de dollars américains. Donc c'est un programme qui consiste à doter chaque territoire de 10 millions de dollars, 10 millions qui permettront de construire des écoles de référence, de construire des centres de santé, de construire des routes de desserte agricole,
de doter évidemment ces territoires en énergie, eau et électricité. Et là, donc, nous supposons que c'est une sorte de base sur laquelle maintenant nous allons favoriser l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, la création des PME, PMI, et ainsi pouvoir promouvoir donc, au développement de ces territoires. Donc voilà ce qui consiste, qui constitue plutôt le programme, l'engagement plutôt de l'accès aux services de base. Et le dernier engagement que j'avais pris, c'est celui de la modernisation de notre administration. Vous savez, la fonction publique nous a posé énormément de problèmes. Et même si aujourd'hui, nous avons des problèmes de sécurité, c'est aussi parce que cette fonction publique est malade. Elle a fait, il y a eu beaucoup de méfaits. Et je crois que c'est dans la modernisation. J'ai parlé du numérique, ici, il s'invitera aussi dans ce domaine. Nous avons un excellent ministre qui s'occupe de cela, qui a fait énormément de bonnes choses, notamment au niveau des retraites. Aujourd'hui, les personnes arrivées à l'âge de la retraite peuvent partir tranquilles parce que la retraite aujourd'hui est garantie. Ce n'est plus une mise à mort comme on le pensait à l'époque. Aujourd'hui, surtout les agents de l'État ont leur caisse nationale de retraite. Donc tout se passe comme dans le meilleur des mondes. On a dû lutter contre le phénomène des fonctionnaires fictifs, que ce soit dans l'administration, dans la fonction publique, que ce soit dans l'armée, même dans l'armée. Vous imaginez, moi quand je suis arrivé à la tête du pays, on me parlait d'un effectif limité de 150 000 hommes. Et lorsque nous avons commencé cette politique de lutte contre les fictifs, nous nous sommes rendus compte que nous n'atteignions même pas les 80 000 hommes. On a pu arriver à cela. Et tous ceux qui avaient construit plus, ça profitait à des individus. Dans l'armée, c'était des officiers. Dans la fonction publique, c'était des gens élevés, des cadres élevés de la fonction publique, qui se fabriquaient comme ça plusieurs possibilités. Et nous venons aussi avec l'identification de la population. Donc, attendez-vous dans les mois qui viennent à ce que vous soyez invités à notre ambassade, parce que je crois que ça se passera là et dans les consulats, à aller vous enregistrer, vous identifier. Parce que nous allons, grâce à un partenariat que nous avons signé avec une société française, nous allons maintenant doter d'abord notre administration d'une base de données réelle qui sera mise à jour en permanence et qui sera reliée à nos territoires. Donc les gens pourront s'enregistrer, s'identifier jusque dans nos territoires et il sera attribué à chaque citoyen, comme ici, un numéro national à vie, une identification. Cela, évidemment, nous permettra de bien identifier le nombre, de savoir à combien de Congolais nous sommes, quels sont les besoins réels et quelles sont les zones auxquelles il faut accorder plus de priorité, et ainsi de suite. Donc nous avons une approche beaucoup plus mesurée, beaucoup plus logique et tournée vraiment vers les besoins réels de nos concitoyens. Cela nous a vraiment manqué, nous a fait vraiment défaut. Et je crois que c'est en grande partie aussi une raison de nos difficultés au Congo, mais aussi sûrement dans beaucoup de pays africains. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce que j'avais à dire au sujet de ces engagements, des engagements que j'ai pris
au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagement que vous avez adopté, accepté en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Alors, pour terminer, je voudrais quand même attirer votre attention, vous particulièrement qui vivez ici en Belgique, vous, nos compatriotes, parce que nous sommes en ce moment en période préélectorale ici en Belgique, et sûrement que parmi vous, il y a beaucoup d'électeurs. Alors, je vous demande simplement de voter utile. Yes. Ça veut dire quoi voter utile? Aujourd'hui, il n'y a rien pour rien. Nous avons des compatriotes, enfin, des Belges d'origine congolaise qui se trouvent aussi en bonne place dans des partis politiques. Et donc, je vais vous demander de faire... Ces Congolais d'origine, peu importe le parti dans lequel ils sont, ils doivent, s'ils veulent avoir vos voix, ils doivent vous dire ce qu'ils vont faire de l'agression dont nous sommes victimes. Ils doivent prendre l'engagement qu'ils vont influer au sein de leur parti pour que ces derniers prennent position clairement contre le Rwanda et pour des sanctions contre Je le dis particulièrement à vous qui vous trouvez en Belgique, parce que la Belgique, vous savez, je suis passé avant maintenant, là c'était au mois de février, je suis venu ici et j'ai été reçu par le Premier ministre. C'était au moment où le fameux MOU de l'Union européenne avait été signé avec le Rwanda sur nos minerais que le Rwanda vole, soi-disant pour les transformer au Rwanda parce que c'était des minerais rwandais. Et donc, j'ai été très heureux d'apprendre la position belge que j'ai énormément approuvée, qui consiste à exiger la traçabilité de ces minerais. La Belgique, le gouvernement belge, comme il ne pouvait pas s'attaquer à la décision prise par l'Europe, parce qu'elle les engage aussi, mais ils ont quand même cherché à bien comprendre les choses, à bien les encadrer en disant « Ok, mais on va maintenant faire la traçabilité. » Alors, mais moi je rajoute une chose, parce qu'attention, la traçabilité, elle a quand même existé. Quand vous entendez ce menteur de Paul Kagame vous dire que... Quand vous l'entendez vous dire qu'il y a des minerais au Rwanda, mais c'est parce que justement, ils ont maquillé cela. Je vous ai parlé des dépôts. Donc en fait, ils pillent les ressources au Congo, ils les amènent par des petits sentiers, tout ça en contrebande, et on vient les entasser dans des dépôts au Rwanda.
Et les ONG qui sont chargées de vérifier cette traçabilité, de faire cette traçabilité, viennent identifier ces minerais à partir simplement des entrepôts dans lesquels se trouvent ces minerais. Et nous avons exigé, je vous le demande aussi de faire cela. La traçabilité doit commencer à partir de l'origine, c'est-à-dire des mines. Et aujourd'hui, il y a des technologies capables de déterminer la provenance géologique d'un minerai, son origine géologique. Et c'est ce que nous exigeons. Je l'ai dit en France, je viens de le dire ici en Belgique, mais vous, plus particulièrement parce que vous êtes en période préélectorale, ouvrez les yeux à nos compatriotes qui sont dans ces partis-là en leur disant « La Belgique a pris position, maintenant à vous de vous engager pour que cette position devienne effective et surtout applicable. » Donc, je compte sur vous, sur votre vigilance, sur votre bienveillance pour que cela ne nous joue pas des tours, ceux qui sont engagés dans les partis politiques ici en Belgique. Je sais que vous serez vigilants, que vous allez voter utile, parce que, comme je vous l'ai dit, le monde aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Ouais. Et du gagnant-gagnant. Ouais. Olivio gagné, yo pepe sangaï. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, encore une fois, merci beaucoup pour votre mobilisation, merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. J'en suis sûr. Bon, maintenant, je crois qu'il va y avoir la séance des questions. Voilà, je suis à votre disposition encore pour quelques temps. Et voilà, je vous annonce aussi que, à cause justement de cette situation, de la dégradation de la situation, j'ai dû annuler mon voyage officiel que je devais effectuer en Hongrie, parce que là aussi, on allait vraiment, on veut nouer un partenariat très stratégique pour notre pays. Malheureusement, je dois l'annuler, le postposer à une autre date pour retourner au pays et gérer les choses à partir de qui s'attendent au détournement à la commission et essayer de dévoiler tous les systèmes évidemment de corruption qui sont en place. Ça ne suffit pas parce qu'il faut travailler à plusieurs échelons. Nous avons également renforcé les pouvoirs de la cellule nationale de la répression de la fraude. Là, il s'agit plus du blanchiment. Et là, aujourd'hui, cette cellule qui existait aussi déjà précédemment, mais qui était un petit peu négligée, nous avons renforcé ses capacités. Elle est aujourd'hui connectée au propre comme au figuré, c'est-à-dire en contact à la fois de correspondance, mais également électronique. Donc aujourd'hui, la CNRF peut traquer des individus qui s'adonnent justement à des méthodes mafieuses en République démocratique. Nous avons également mis sur pied la coordination de changement de mentalité. Oui. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. La corruption est devenue une sorte de seconde nature en République démocratique du Congo. C'est devenu quelque chose de normal. Les gens ne sont plus choqués par ça. Parce que les mentalités ont été inversées.
Les gens pensent que lorsqu'on vous nomme, on vous affecte à une fonction, eh bien, c'est le jour de gloire qui est arrivé. Donc il faut en profiter, vous, votre famille, votre tribu, évidemment, les amis, etc. Donc ça aussi, c'est pour ça que nous avons mis en place cette cellule de changement de mentalité, parce qu'elle doit fonctionner comme, entrer en contact avec toutes les catégories de la population et sensibiliser justement nos compatriotes au bien fondé de la lutte, au bien fondé du respect évidemment du patrimoine de l'État. Mais il y a également une autre corruption, c'est dans les taxes, les impôts, que parfois les entreprises sont obligées auxquelles les entreprises sont obligées de s'adonner à cette fraude-là, donc obligées de s'adonner pour essayer, parce que la rage taxatoire est tellement mafieuse aujourd'hui en République démocratique du Congo que les entreprises n'ont pas d'autre choix que de s'adonner à la fraude. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous? J'ai créé justement la cellule climat des affaires au niveau, et je l'ai placée au niveau de la présidence, pour pouvoir qu'elle rencontre au quotidien dans son évolution. Parce que ça peut permettre à l'autorité que nous représentons de pouvoir juguler justement ces pratiques, d'être au courant d'abord de leur existence et de pouvoir ensuite les juguler. Donc vous voyez, nous avons à plusieurs échelons mis des cadenas pour essayer d'y remédier. Il y en a d'autres qui vont arriver, comme la numérisation. Lorsque celle-ci sera effective, je peux vous garantir que ça diminuera considérablement les pratiques de corruption. Alors, le compatriote qui lui a parlé des candidats qui engrangeaient plusieurs mandats à la fois, mais je crois que c'est tout simplement dû au fait que d'un fait tout à fait normal, donc ce qui n'est pas interdit est permis. Vous savez, ce principe de vie qui le dit ainsi, hein, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc je crois que c'est à nous maintenant d'en prendre conscience et de légiférer, de faire de sorte que ce genre de pratiques qui frisent l'indécence ne puissent plus avoir droit de cité dans notre pays. Je me rappelle qu'ici en Belgique, pour ceux qui y ont vécu aussi longtemps comme moi, il y avait ce genre de choses. Il y avait des mandataires politiques qui avaient plusieurs casquettes comme ça. Voilà, c'est annulé tout ça. Il y a eu des réformes, avec des détournements qui ont fait que aujourd'hui, on ne peut plus glaner autant de casquettes. Donc chez nous, ça n'a pas été interdit, donc les gens s'adonnent à ça. Donc on va se pencher dessus parce que, comme vous le savez, je suis un fervent partisan de la mise à jour de notre Constitution. Ouais, comme ça, Fifi Masuka Basuka. Je pense que notre constitution est obsolète. Ouais. C'est une constitution qui a été conçue après un conflit et elle avait fait la part d'elle à tous ceux qui avaient été des belligérants. Elle avait pris en compte là, et même dans le système électoral que nous avons à la proportionnelle, ce n'est pas un système propice pour un pays aussi grand que la République démocratique du Congo. On ne devrait pas avoir un système pareil pour composer notre classe politique.
Donc je crois que tout ça va faire l'objet d'une réflexion. Je mettrai en place une commission nationale composée de plusieurs, qui serait multidisciplinaire en fait, et qui serait appelée à réfléchir sereinement sur la manière de nous doter d'une constitution digne de notre pays. Voilà. Bravo. Amen. Alors, rapidement, maman Dédé Duponda, que je connais personnellement et que j'affectionne, a parlé des martyrs de la lutte de l'UDPS. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas de l'UDPS ici. UDPS oublié. Mais je me permets d'en parler quand même parce que je suis de l'UDPS et je sais le combat que nous avons mené. Les souffrances que nous avons endurées et surtout les héros, nos parents qui avaient commencé ce combat et la maman qui est intervenue a eu un père qui a été un valeureux, un vaillant combattant de la liberté qui a considérablement contribué au changement dont nous jouissons nous aujourd'hui, Congolais. Donc, bon, j'ai pas très bien compris, il y avait trop de bruit, mais j'ai cru comprendre qu'elle se souciait du sort de ces martyrs. Je m'en soucie aussi, si ça peut vous calmer, maman. Je m'en soucie aussi. Voilà. J'ai récemment accueilli les fondateurs, les 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS, ceux qui sont restés vivants. Je les ai accueillis et je leur ai promis même une décoration au nom de la République pour ce combat qui est un combat noble et au nom de ceux qui l'ont fait, au nom de ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu goûter à cette victoire finalement que l'UDPS gagne, ben, ils auront quand même cette décoration au nom de la République, de la nation, parce que c'est un combat qu'ils ont mené pour la nation. Merci. Alors pour terminer peut-être, il y a eu une excellente question de Madame Joël Mbeka. C'est la sœur d'André. Mbeka, oui. Ok. De John Mbeka. Alors, oui. Une famille compliquée. Une famille compliquée. Alors, la place réservée à la diaspora. Mais écoutez, d'abord pour commencer, moi je suis de la diaspora. Oui. Est-ce que vous pensez que j'avais réclamé une place pour aller prendre part au débat dans mon pays? Non. Vous n'avez pas demandé de place, venez. C'est ça. Je vois mal comment je peux créer des catégories. C'est ça. Des catégories de Congolais. Non. Donc, ne peut pas. ceux qui vivent au pays et ceux de la diaspora. Non. Moi, je lutte toujours contre ça. Tout à fait. Moi-même, je suis issu de la diaspora. Oui. Et j'ai été aussi victime de cette discrimination quand j'arrivais, même dans mon propre parti. Quand il y avait des intérêts qui divergeaient avec ceux qui étaient au pays, ils disent non, dis-nous aux Agolia Biftek, j'avais entendu ça. Oui. Je me suis efforcé à rester. J'ai dit, mais c'est mon pays. Oui. Donc vous n'avez pas à demander un statut particulier, une grâce particulière. Non. Venez amener vos idées. Moi, je vais vous recevoir et je vais les inviter. Voilà, je crois que nous pouvons nous arrêter là. Je vous souhaite bien de bonnes choses. Et surtout, n'oubliez pas de voter utile. Que Dieu vous bénisse. Hymne national, s'il vous plaît.
est notre